Voilà, donc Tanguy, je vais vous faire une présentation d'une technologie sur laquelle vous avez peut-être déjà commencé à entendre, qui n'existe pas encore en France, qui n'est pas développée, mais étant dans le GT B2E, on avait échangé sur cette technologie. Voilà, c'était pour un peu informer les participants à cette techno. Vite fait, Nevesus, pour rappeler, donc on est un bureau conseil assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, pour les installations de production d'énergie renouvelable à partir des biomasses. Ça va un peu sur toutes les technos, mais aujourd'hui, principalement, notre fond de marché, c'est plus la méthanisation, mais on travaille aussi sur la partie gasification hydrothermale, puisqu'on avait participé à l'étude de faisabilité de la Carène à Nantes, de la Carène sur la partie GH, qui a été financée d'ailleurs, merci, en partie par l'Agence de l'eau. Donc, on fait aussi bien la partie biologique et l'intégration des innovations. Donc, on est 3 associés avec des compétences assez larges du réglementaire, l'ingénierie, l'automatisme et la biologie. Et en option, la comptabilité CO2. Une petite vidéo pour rappeler vite fait. Chaque année, environ 340 millions de tonnes d'effluents et déchets de biomasse liquide sont produites en France. Pour accompagner la réussite de la transition énergétique et le développement d'une économie circulaire locale, environ 100 millions de tonnes de ces biomasses, mal ou peu valorisées, sont mobilisables pour être transformées en gaz renouvelable. La gazéification hydrothermale est l'une des solutions innovantes dont GRT Gaz soutient le développement. Elle est particulièrement bien adaptée pour des effluents liquides dont la masse sèche est comprise entre 5 et 50%, comme des effluents organiques issus des activités industrielles, des résidus liquides issus d'unités de méthanisation, des effluents liquides d'activités d'élevage, des boues de stations d'épuration d'eau usée. La gazéification hydrothermale repose sur une conversion thermochimique, compacte, modulaire et facilement adaptable à tout type de structure. Au sein de l'installation, la biomasse liquide est comprimée à environ 300 bars et chauffée à une température comprise entre 400 et 700 degrés. L'étape de séparation de sel évacue l'ensemble des résidus solides non organiques, comme le phosphore et le potassium très recherchés, valorisables dans l'agriculture. L'étape de gazéification permet une conversion très élevée du carbone et la formation d'un gaz riche en méthane, hydrogène et dioxyde de carbone. La phase liquide restante après séparation du gaz est composée d'une eau claire riche en azote, valorisable par ailleurs. Ce procédé en continu, capable de convertir en quelques minutes la biomasse liquide en gaz, fonctionne toute l'année. Le rendement énergétique est élevé grâce au recyclage de la chaleur process. Le gaz à haute pression est épuré pour permettre l'injection d'un gaz renouvelable bas carbone dans le réseau de transport de GRT Gaz, se substituant au gaz naturel importé. Il peut également alimenter une station bio-GNV. La gazéification hydrothermale apporte ainsi des réponses alternatives à l'épandage ou le recours à l'incinération, peu efficace pour des effluents et déchets contenant une majorité d'eau. Le potentiel de gaz renouvelable issu de cette technologie est estimé à au moins 50 TWh par an à l'horizon 2050, avec la possibilité de premières installations opérationnelles en France dès 2025. La gazéification hydrothermale vient compléter les autres filières innovantes de production de gaz bas carbone. Elle contribue à la réussite de la transition énergétique et valorise des déchets dans une logique d'économie circulaire. Voilà, donc c'était une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Si vous voulez vous repréciser dessus, vous mettez GH, gasification hydrothermale YouTube et vous la retrouverez, ce qui permettra peut-être de vous concentrer dessus. Donc vous avez compris, c'est pour des biomasses brutes entre 5 et 50% de matière sèche. On peut avoir des effets de dilution derrière avec une partie recyclage en interne. On est sur un produit qu'il soit exempt, bien sûr, de boulons ou je ne sais quoi, ou de cailloux. Hein. On passe en amont sur des pré-traitements pour éviter tous les paramètres extérieurs qui pourraient être gênants, puisque derrière, on monte sur une haute pression supérieure à 200 bars pour passer dans un premier temps dans un effet séparateur de sels minéraux qui nous permettra de récupérer la potasse et le phosphore, entre autres,
et aussi les quelques éléments comme les métaux lourds, bien sûr, qu'on pourra évoquer tout à l'heure. Une deuxième phase, on passe dans le gazifieur. Alors, il y a deux technologies, il y a avec catalyse et sans catalyseur. Sans catalyse intégrée, on est à une pression supérieure et une température supérieure. C'est ce qui change surtout la technologie, mais le catalyseur, lui, a d'autres contraintes. C'est une contrainte plus basée sur les éléments soufrés, entre autres, qui peuvent abîmer le catalyseur. Donc, on est toujours en pression et on a une séparation gaz-liquide qui nous permet de récupérer une eau, mais une eau claire, alors surtout avec la technologie avec catalyse, c'est au visuel, c'est une eau en bouteille qui contient par contre beaucoup d'azote et qui peut être revalorisée en réutilisation justement en irrigation. Après, on a une épuration de ce gaz pour, alors, encore une fois, avec catalyseur, on va avoir une concentration beaucoup plus en CH4 et sans catalyseur, on a un mélange hydrogène-CH4 et on passe par un cycle de méthanation derrière pour arriver sur un gaz épuré à peu près à 70 bars et qui peut être du coup injecté directement dans le réseau de transport, par exemple de GRT Gaz, selon les volumes, ou dans le réseau avec une détente dans le réseau GRDF, mais aussi, comme on l'a évoqué dans la vidéo, directement sur une station GNV. Puisque sur une station GNV, on monte à 200 bars sur la compression pour alimenter soit la mobilité camion ou véhicule léger. On peut arriver à être supérieur à 70 bars. Aujourd'hui, nos approches qu'on est en train de faire, on serait supérieur à 70 bars d'ailleurs en sortie. Possibilité d'aller au-dessus. Et avec d'autres contraintes forcément. Donc les atouts de la techno, c'est une forte réduction des déchets ultimes. Hein. C'est une conversion carbone très élevée. On est plus de 90% du carbone qu'on a transformé. Pas de polluants atmosphériques. On n'a aucune émission puisqu'on est vraiment en cuve thermique et haute pression et étanche. Donc on n'a aucune émission de NOx ou de CO2 de particules. On a la production d'un gaz injectable très riche en méthane. Récupération des sels minéraux d'azote solubles plus de l'eau. Un temps de conversion très rapide, ce qui est à peu près complètement différent par rapport à un cycle de méthanisation. On parle des fois de 50-80 jours de temps de séjour. Là, c'est entre 1 à 10 minutes le temps de réaction, donc c'est très, très rapide. Ce qui fait des installations très compactes et modulaires. Des rendements énergétiques élevés, alors qui sont de 70 à 90. Aujourd'hui, encore avec les REX et ce on arrive à avancer avec le retour plus des Pays-Bas aujourd'hui qui sont beaucoup plus avancés que nous, avec des énormes échangeurs. Alors, ce qui prend le plus de place finalement dans les installations, c'est le récupérateur thermique par rapport au réacteur. Puisque si on veut aller vraiment sur des rendements énergétiques très élevés, il faut commencer à avoir des gros échangeurs. Et un des avantages qu'on a évoqué un peu aussi tout à l'heure, c'était toute la partie sanitaire qui est toujours problématique, c'est que le fait de monter à ces pressions-températures-là, tous les éléments bactéries, pathogènes, virus, ils sont complètement détruits. Donc, c'est une réponse aux enjeux du territoire avec de nombreuses externalités positives attendues. Les taux de conversion élevés de carbone, les GHT, valorisation des sels, on voit bien que ça a différentes répercussions écologiques sur l'élimination des micropolluants, microplastiques et micro-organismes pathogènes. L'alternative au compostage des boues des stations d'épuration, très peu ou pas de polluants atmosphériques. En énergie, une production de méthane, une production d'hydrogène et une valorisation de la chaleur fatale. Il y a différents plans, dont un démonstrateur qui commence à être envisagé avec des basses températures pour la techno, mais qui est encore des hautes températures pour d'autres technologies à proximité. On pourra valoriser la thermie. Et puis, j'ai évoqué en partie économie l'installation compacte et modulable. Les autres procédés réutilisables, on disait la réhute, production possible de microalgues, ça c'est des choses qu'on a commencé à regarder aussi, et des développements de synergie industrie, bien sûr des nouveaux emplois, de nouvelles technologies, nouveaux emplois autour de tout ça. Donc vous avez le cycle à côté parfaitement dessiné, qui est pas dessiné par moi-même, mais par un de nos collègues qui font partie du groupe de travail de gazification hydrothermale nationale.
on récupère par des échangeurs la thermie des effluents du gaz sortant et de la partie eau aussi sortante, parce qu'elle est chaude aussi. Et une partie réutilisée dans le process. Et il y a une partie qui peut, plus basse température, il y a différents strates finalement. Il y a une partie basse température qui, elle, peut être valorisée vers l'extérieur pour aller chercher encore de l'optimisation de réutilisation. Voilà un schéma d'une solution d'économie circulaire. On est complètement dedans avec la partie là, puisqu'on est dans le thème sur la partie des bouts de stations d'épuration avec de la réutilisation des eaux en réut. La partie valorisation des métaux et des métaux lourds, on est en échange aujourd'hui avec de l'industrie en cimenterie qui est intéressée. La partie production de fertilisants, azote, phosphore, potasse, qui, elle, peut aller en agriculture. Et la partie du gaz, bien sûr, à valoriser, soit en injection, soit en mobilité directement décarbonée. Aujourd'hui, puisque comme je le disais tout à l'heure, en préambule, c'est vraiment une technologie qui est à ses démarrages. En France, le CEA a bossé un petit peu dessus. Aujourd'hui, GRDF a un partenariat d'ailleurs avec eux pour développer la partie, faire des tests encore en partie labo. Là, on est encore avec le CEA Tech. Mais les plus avancés, c'est vraiment le Pays-Bas, c'est SCW. Ils ont déjà leur premier démonstrateur qui est en 2018 et ils ont une installation industrielle à 16 tonnes. Et vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai des photos. Ils sont vraiment bien avancés. Maintenant, on essaye de gratter un petit peu avec eux pour en savoir, un peu avoir des retours d'expérience chez eux. Mais ils causent un peu, mais pour l'instant, ils sont encore assez fermés. Par contre, en Allemagne, il y a le KIT aussi qui travaille dessus, qui est vraiment l'université de recherche. Il y a ProBiomass qui est aux Pays-Bas, on voit bien finalement, Braille Circular, ProBiomass, SCW sont vraiment basés, leur économie, alors c'est vrai que les Pays-Bas, leur économie est très basée sur le gaz. Avec le gaz, ils font de la mobilité, ils font de l'électricité, ils font le gaz autrement, mais ça veut dire qu'ils sont très, très, très axés sur la valorisation par le gaz. On est moins en France, on est beaucoup plus, on va dire, nucléaire quand même. Donc le CA, comme je disais, ils avaient fait un prototype en 2015, mais par bâché. Aujourd'hui, pas beaucoup d'avancées, mais une volonté de chercher à optimiser quand même. En Espagne, ils ont un pilote depuis 2018, mais là, on n'a pas beaucoup de retours. Et puis, il y a le PSI aussi, où j'ai eu l'occasion d'ailleurs visiter là-bas leur installation avec leur premier pilote, prototype. Et là, ils ont un pilote avec Triatech, qui était une start-up suisse avec le PSI, qui a développé sa propre technologie et qui vient de mettre un pilote d'ailleurs sur une station d'épuration en Suisse. Donc en Suisse, aucune valorisation à l'épandage déjà. Bon, alors le territoire, c'est vrai qu'il n'est pas non plus très adapté, mais il n'y a pas du tout de valorisation par épandage des bouts de station d'épuration. Donc ils ont forcément de l'incinération ou des problématiques. Donc une forte volonté en Suisse d'aller sur cette technologie-là. Et autrement, il y a Genifuel aux USA aussi qui avance, là on n'entendait pas trop parler, qui recommence, et au Japon. Donc à gauche, là vous avez à droite aussi d'ailleurs le pilote de Triatech en Suisse avec un catalyseur. Donc c'est les seuls par contre à faire la technologie à catalyseur. Il y a un coût, c'est du rutilium, le catalyseur, donc un peu en termes de coût d'extraction du rutilium et de traitement. Mais ils sont confiants que sur on va dire, le renouvellement du rutilium, ils arrivent à faire des belles choses. Bon. Ici, la plus grosse finalement qui existe, à gauche, là on la voit, c'est une grosse usine et ouais, c'est plus de 50% des bâtiments là, ils sont vraiment dédiés à la récupération thermique. C'est vraiment des gros échangeurs. Alors, ils ont une stratégie différente de la nôtre, c'est-à-dire que même eux, les biodéchets conditionnés, tout ça, ils broient tout et passent tout dedans. Donc, les microplastiques, ça ne les gêne pas parce que finalement, c'est de l'énergie. À arriver en thermochimie, ça fait de l'énergie, le plastique. Donc, tout ce qui est biodéchets, tout ce qui est. Enfin, tout ce qu'ils peuvent passer dedans, ils le broient. Ils ont des grosses cuves blanches qu'on voit là, c'est la préparation des matières. Les cuves de stockage de biomasse, ils passent tout dedans. Mais après, ils font aussi des quantités énormes de gaz. Donc, ils sont sans catalyse et ils sont avec une méthanation catalytique derrière.
Ça veut dire que le rejet liquide est plus chargé par contre, non? Ouais, il est un peu plus compliqué à traiter. D'accord. On a du résiduel un peu qu'on retrouve en carbone dedans. Mais voilà. Aux derniers échanges, pareil, avec eux, ils sont très, très confiants sur les avancées de l'optimisation. On en est où en France? Bah, on avait pris un peu de retard, hein. Il y avait juste le CEA qui avait travaillé un peu dessus. Il y a eu une volonté par GRTF GRT Gaz, pardon, d'avancer sur cette technologie. Et c'est pour ça qu'on avait fait une première étude de faisabilité à Montoire à la Carène, avec le syndicat de la Carène des stations d'épuration. Et on espère en tous les cas, après il y a encore des choses à lever et à passer. On devrait réussir d'ici fin 2023 à avoir le premier démonstrateur pré-industriel. Aujourd'hui, beaucoup de traiteurs d'eau s'en intéressent, hein, que ce soit les grands qu'on connaît, s'intéressent forcément à cette technologie-là pour répondre un peu à la problématique des boues de stations d'épuration. Et c'est vrai que le phénomène qu'on a connu Covid et la problématique du Covid, du transfert à les épandages de boue, le cholage et enfin l'hygiénisation, ont fait aussi avancer ces réflexions. Est-ce qu'il y a des typologies de déchets qui sont plus adaptées en fait? Ben, je dirais que tant qu'il y a de la matière organique, ça passe, ça peut aller, alors comme on dit, ça pareil de 5% à 20% de matière sèche ou 50%. 50%, il faut que ça reste pompable. On peut avoir des matières à 50% qui sont encore pompables, mais c'est rare quand même. Et il faut que ça reste pompable, chargé en matière organique et pas d'éléments extérieurs qui pourraient nuire au process. Mais après, il n'y a pas vraiment. Alors, c'est là qu'on fait très attention parce que ça peut du coup rentrer directement en concurrence avec la méthanisation. C'est bien une filière différente qui est aussi orientée quand même aujourd'hui, même sur les lexivia, sur les liqueurs noires, sur la problématique des boues, sur potentiellement des digestats de méthanisation aussi, qui auraient des problématiques de valorisation. Aujourd'hui, on fait des fois même de la concentration de digesta pour éviter les épandages de digesta. Donc là, on n'a pas trop en Bretagne, mais il y a des secteurs où ils sont un peu plus problématiques. Et certains industriels, avec leur rejet, des vinasse et tout, entre autres, c'est aussi problématique en traitement biologique. Et cette techno répond complètement au traitement. Donc, du coup, on a créé un groupe de travail national dédié à la GH. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'organisation ni associative, ni rattachée à B2E ou à T2E ou je ne sais qui. On est en train de regarder, ou alors d'avoir notre propre structure. Mais il y a 28 membres actifs et c'était au moment de la diapo. Et aujourd'hui, on a encore plus que ça. Donc, on voit bien, on retrouve forcément à la SOR, à la Suez, la partie des traiteurs d'eau, pardon, si on a des nouveaux en plus d'arrivée qui ne seraient pas présents. Mais tous les équipementiers, les acteurs publics s'en intéressent aussi. Le CEREMA était d'ailleurs avec Nevusus dans la première étude faisabilité. Et on est nombreux à échanger, mais il reste voilà, des choses à relever, des défis à relever. Et aujourd'hui, c'est ça, en gros, c'est mettre encore plus en place des études de recherche-développement, hein, s'appuyer sur les dynamiques de R&D et de retour d'exploitation qu'on peut avoir des pays étrangers pour l'instant. Les verrous réglementaires, parce que quand on essaye de mettre une rubrique ICPE en face, bah, aujourd'hui, il n'y a pas. Donc, c'est un peu compliqué. On aura tout de suite tendance à vouloir nous rattacher à l'incinération. Donc, tout de suite un peu plus compliqué. Bon, il y a encore les modèles économiques viables à compléter. Et aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de la partie analyse, cycle de vie et la partie conformité, bien sûr, par rapport à la RED 2, hein, la directive des bioénergies. On n'a pas le choix d'y prétendre et d'y aller vers là. Si on ne regarde pas ces points-là, on ne sera pas crédible et on ne sera pas audible vers les potentiels porteurs de projets. Donc, en porteur de projet, aujourd'hui, je pensais que ça allait être plus des collectivités qui allaient se poser les questions sur la problématique de leur boue et tout ça. Mais finalement, bien souvent, c'est des installations déjà d'une part existantes qui s'orientent aujourd'hui dans l'urgence un peu vers la méthanisation, dans ce qu'on va sortir, qui regardent un peu cette partie GH, mais pour l'instant avec une vision trop lointaine et des fois pas le temps.
Mais le côté industriel s'en intéresse énormément, surtout en autoconsommation. On commence à regarder et dire finalement, moi j'ai des flux, comme des flux organiques compliqués, mais je me dis que compliqués, qui des fois du coup me coûtent de l'argent, mais qui sont quand même organiques et qui seraient une solution dans cette technologie-là qui pourrait me permettre de générer de l'autoconsommation. Parce qu'aujourd'hui, il y a ça aussi à avancer, c'est que même si on a une autorisation globalement en énergie verte, on n'a pas de tarif non plus de rachat. Ouais. Ou alors, sur les marchés appels d'offres peut-être, mais si c'est à ce tarif aujourd'hui, et c'est pas souhaité que ça dure, ça peut valoir le coup en spot, hein, mais il n'y a pas de tarif non plus en face. Donc, il y a dans l'équipe qu'on voyait tout à l'heure, il y a des gens qui font un peu de lobbying là-haut et tout pour avancer aussi sur cette partie de levée de bouclier, enfin lever des points qui nous empêchent en tous les cas d'avancer. En fait, tout à l'heure, tu parlais que dans les Pays-Bas, ils mettent des soupes là-dedans, il y a du plastique, il y a de tout. Est-ce qu'il y a il y a des études assez poussées sur les compositions des gaz, etc. Parce qu'on parle moi je fais le parallèle par rapport à l'incinération, où le traitement des fumées c'est devenu un truc complètement délirant pour arriver à arrêter un peu tout. Et du coup, par rapport à la gazéification hydrothermale, est-ce que si on met de la soupe, alors certains déchets ok, mais si on commence à faire de tout, avec du plastique, avec ça, qu'est-ce qui va se passer au niveau des compositions de gaz, etc. Et donc la complexité qu'on pourrait être amené à rajouter, c'est-à-dire dire il faut limiter ça, il faut limiter ça, il faut limiter ça. Aujourd'hui, vraiment sur la thermochimie, arriver au supercritique comme ça de la matière, on est très rapidement, enfin, soit sur l'H2 ou du CH4, hein, finalement, on va très rapidement et on a plus, alors, je n'ai pas non plus la compétence à 100% là-dessus sur la partie qualité gaz, hein, en tous les cas de cette technologie-là. Mais il semblerait que ça pose aucun souci, en tous les cas, pour les Pays-Bas ne nous ont pas du tout remonté de problématiques sur la qualité gaz. Il fallait trouver, et il y a eu un appel à projet d'ailleurs qui avait été lancé l'année dernière, trouver la technologie d'épuration à haute pression. Ça, c'était un peu plus compliqué. Et aujourd'hui, il y a des gens comme Gasfio, tout ça, qui sont vraiment en ligne et qui sont prêts. Qui sont prêts. L'épuration, elle est absolument différente de celle de la méthanisation. Non, elle est membranaire aussi, mais à haute pression, quoi. Du coup, des membranes un peu différentes quand même. Je me permettais juste peut-être de préciser sur la qualité de l'eau résiduelle. Moi, je comprenais des retours d'expérience qu'elle était seulement chargée en ammonium, mais dépourvue de tout autre polluant. Tu confirmes, Joël ou... Alors, la version avec catalyseur, oui, elle est vraiment que chargée en azote. C'est pour ça qu'on a eu des réflexions de poser sur de faire même jusqu'à du struvite ou faire de la séparation, pouvoir la production d'algues. Mais sur le non catalytique, on a aujourd'hui pas vraiment toutes les infos, mais il semblerait qu'elle soit un peu plus chargée potentiellement en résiduel de carbone. Pareil, capté en amont, le phosphore est récupéré, soit par l'extivation, parce qu'on peut avoir d'autres éléments. Et on a regardé dans nos approches la partie production de struvite en faisant la liaison des deux, du phosphore et de l'azote, pour en faire un engrais finalement, potentiellement, enfin, qui est réutilisable dans le monde agricole. Ceux qui souhaiteraient rentrer dans le GT national qui s'organise, n'hésitez pas. On est toujours preneur de force. Quand on mutualise nos compétences, il y a toujours moyen d'avancer.